Pas mal, non? C'est français. Aujourd'hui, petite vidéo sur la guerre de 100 ans. On fait ça bien, on fait ça vite fait. On a plusieurs causes à la guerre de 100 ans. Enfin, on va en distinguer à peu près 4. D'abord, une crise un peu démographique. C'est-à-dire qu'il y a une surpopulation latente à ce moment-là, au XIVe siècle, par rapport à ce que la Terre est capable en fait de produire. On a beaucoup défriché les forêts, et pour autant ça suffit pas du tout. En parallèle, on a un refroidissement climatique vraiment sur plusieurs dizaines d'années qui touche ce siècle-là, ce qui va entraîner un ralentissement de l'économie et donc de la démographie. Donc ça touche principalement les paysans, etc. Mais ça a un impact sur l'État et la noblesse, parce que les gens ont globalement d'argent, enfin l'économie se rétracte un petit peu. Donc il y a pas mal de mutations monétaires, c'est un peu un terme technique qui fait en gros que l'État va dévaluer la monnaie. Aussi, c'est la noblesse qui est touchée, parce que donc elle a moins de revenus, tout comme l'État, et elle, pour se refaire de l'argent, elle est prête à guerroyer, parce que pendant les guerres, tu fais des prisonniers, et le prisonnier, il donne une rançon, et donc t'es riche. C'est super plan de carrière. Malgré le fait qu'il y ait donc du commerce entre la France et l'Angleterre, ce qui pourrait amener une paix, dans l'idée libérale ou d'Adam Smith, malheureusement, ça rentre un peu en collision, ces deux sphères d'influence, donc française et anglaise, particulièrement donc en Bretagne, dans les Flandres et en Guyenne. Guyenne, un peu l'Aquitaine, quoi. Et justement, la Guyenne, c'est assez important, c'est presque une des explications majeures de la guerre de 100 ans. La Guyenne, c'est un territoire en France continentale, mais qui appartient au roi d'Angleterre. Et pour autant, le roi d'Angleterre est vassal du roi de France, c'est-à-dire qu'il doit venir lui faire un serment de féodalité, etc. Ce qui pour deux rois est un peu... normalement ils sont à égalité, quoi. Ça le fait un peu chier. Et donc en fait le roi de France il peut avoir plein de droits en Guyenne alors que c'est une terre vraiment anglaise. C'est un peu bizarre et ça va mener un premier conflit, un peu des escarmouches quoi, qui vont entraîner juste après la guerre de 100 ans. Pour l'explication dynastique c'est vraiment un giga bordel, c'est Game of Thrones. On va résumer ça par des rois français qui meurent, sans héritier mâle, relou. Seule héritière c'est une princesse et donc les bétons. Et à ce moment-là, il peut y avoir vraiment une préférence pour le roi d'Angleterre parce qu'il est vraiment bien placé puisqu'il y avait une alliance matrimoniale avec les Plantagenets, famille anglo-normande un peu, qui était mariée donc à la sœur de Louis X le Hutin. Enfin, c'est compliqué. Finalement, c'est Philippe VI qui monte sur le trône de France et à ce moment-là, donc il y a tout ce que j'ai expliqué avant, les autres pistes d'explication et il va aussi renouveler la vieille alliance avec l'Écosse, donc contre complètement le roi d'Angleterre. Et à ce moment-là, il y a une petite escarmouche en Guyenne, c'est vraiment la cerise sur le pudding. Et donc, ça va se bastonner fort contre Édouard III qui déclenche la guerre. La guerre commence. On a deux grandes phases qui se répètent à peu près dans leur schéma. C'est crise, effondrement et rétablissement du point de vue de la monarchie française. Donc première phase, c'est l'effondrement avec la bataille de Crécy en 1348. Les Anglais débarquent en Normandie, 600 ans avant un autre débarquement. Et donc avec Édouard III, ils vont à Crécy pour aller un peu se fight. On estime à 8000 Anglais contre 16 000 Français. Et les Français, alors c'est des gigas chevaliers, l'image d'Épinal du chevalier. Grosse armure, gros cheval. Mais les Anglais, ils ont un avantage considérable, tactiquement en fait. C'est les longbows, des grands arcs qui tirent super loin, que les Français n'ont pas, et qui peuvent tirer 12 coups à la minute, quand t'es bien entraîné, quoi. Et en fait, ils ont été un peu malins. Ils se sont mis sur une petite butte, ils ont mis des petits piquets. Les Français, vu que c'est des gros bourrus, ils vont foncer dans le tas, littéralement, et se faire exploser par les petits Anglais, qui vont leur envoyer leurs petites flèches, d'abord sur les arbalétriers français, qui sont un peu mous du genou, et après sur la cavalerie, c'est chirurgical, c'est une boucherie. Après ça, la stratégie du roi d'Angleterre, c'est vraiment de tout détruire. C'est faire des chevauchées, la pratique de la terre déserte, comme quoi c'est mieux de tout piller que de ne rien avoir, ne rien contrôler. Alors tout ça, ça va un peu à l'encontre des règles chevaleresques, on peut dire que c'est pas très bien. Et là justement il y a une crise pour les Français parce qu'on se fait vraiment exploser. Il y a un traité et on perd un tiers de la France, c'est horrible. Finalement, puisque c'est un conflit très long, on a notre premier roi français, Philippe VI, qui va mourir. Et c'est Jean II le Bon qui lui succède. Mais le pauvre, il se fait capturer dans une bataille et il va avoir une rançon de 3 millions de livres tournois, ce qui est absolument phénoménal. C'est à peu près le budget du royaume, de l'état royal. Après ça, donc on a Charles le Sage qui va réussir à reprendre du terrain au fur et à mesure avec Bertrand du Guesclin, tout ça, face à la tactique un peu brute des Anglais. Le sentiment national va être exacerbé par Charles et il va réussir à conquérir petit à petit. L'oiseau refait son nid. En parallèle, puisque c'est vraiment une super période, tout est beau, la peste noire frappe l'Europe. Elle arrive par bateau, comme... ça va tuer à peu près 50% de la population française. C'est absolument monstrueux, c'est un désastre et ça fait tellement plus de morts que la guerre qu'en fait on ne se rend pas bien compte de l'importance de la peste. La maladie est un peu incompréhensible, puisque la médecine n'est pas encore très rationnelle et encore assez liée à la religion. Les proto-médecins vraiment vont dire que voilà, ça peut être le diable, les étoiles, on sait pas trop, les tziganes même, les mendiants et les juifs. Et ils sont déjà accusés, les pauvres, ça commence déjà les problèmes. Le 14 février, bonne Saint-Valentin, 1349, 900 juifs sont brûlés à Strasbourg. L'histoire se répète.
Finalement, on a une deuxième crise, un deuxième effondrement pour la France, après un proto-rétablissement, c'est l'arrivée au pouvoir de Charles VI qui va vraiment tout compliquer. Parce que le mec est un peu loca, même complètement loca, et donc il va finir par perdre son pouvoir. Il y a un moment, il arrive en Bretagne, il y a un pauvre pécor qui lui dit « Oui, les gens qui sont avec toi, ils veulent te tuer ». Le mec, il y croit. Du coup, il fume tous ses écuyers. On a donc une perte d'autorité monarchique, ce qui entraîne une petite guerre civile en fait entre les Bourguignons et les Armagnacs. Armagnacs qui soutiennent Philippe VI et Bourguignons qui s'allient avec les Anglais. Ces pauvres Anglois qui reviennent conquérir la France avec Henri V qui va venir donc bastonner. Donc là on a un deuxième grand fait, un peu un haut fait historique, c'est la bataille d'Azincourt en 1415. C'est 60% de la noblesse française qui est juste tuer. Les Anglais font encore une fois pas de quartier, ils vont tuer tout le monde et c'est la même tactique, hein, rien n'a changé. Ils sont sur une butte, les chevaliers français ils veulent charger, mais c'est un tout petit terrain, tout réduit, en plus il y a plein de boue, ça avance à rien et ils se font dézinguer comme à Crécy. On arrive à un point où c'est critique parce que Charles VI, roi quand même, hein, il est déshérité du royaume par un traité. Alors là la France perd quasiment la moitié de son domaine en fait. Charles VI est toujours aussi fou, il a failli se faire brûler dans un petit bal masqué. Et il va signer un traité comme quoi donc la France perd la moitié de son territoire, tout ça. C'est actif à sa mort. À sa mort, en 1422, la noblesse française commence à faire n'importe quoi. Il y a un héritier, Charles VII, et malheureusement il n'est pas très soutenu, tout ça. C'est un peu la galère. Donc la noblesse française a fini de s'entretuer, c'est un peu les Bourguignons qui ont gagné contre les Armagnacs. Le pauvre Charles VII est à Bourges, et là c'est le miracle qui vient. Jeanne d'Arc. À dans 2 semaines mes amis. Bisous.